Président Emmanuel Macron, Monsieur le Président Macky Sall, chers collègues, Mesdames et Messieurs, en juin dernier, le sommet pour un nouveau pacte financier a posé les bases d'une réforme en profondeur du système financier international, parce qu'aucun pays, comme le Président l'a dit, ne devrait avoir à choisir entre réduire la pauvreté et lutter contre le changement climatique et préserver la biodiversité. Parce que nous avons besoin d'institutions financières adaptées à nos objectifs pour nous aider à relever les défis mondiaux en constante évolution. Et parce que nous devons obtenir les financements nécessaires pour atteindre nos objectifs de développement durable et nos biens publics mondiaux, tout en accélérant une transition verte ordonnée et en atteignant nos objectifs climatiques, et sur la base d'un développement et d'une croissance économique fort, résilient et inclusif. Depuis notre réunion en juin, l'OCDE s'est engagée de façon active afin de soutenir la mise en œuvre de la feuille de route du sommet. Tout d'abord, sur le renforcement de la mobilisation des ressources intérieures, qui est une source essentielle de financement du développement. Nous avons poursuivi notre travail avec les pays en développement pour le BEPS. Plus de 140 pays membres ont participé, également le Forum sur la transparence et l'échange d'informations et des finalités fiscales avec 168 pays membres pour être certain que tous les pays soient sur un pied d'égalité et développent des normes fiscales qui permettent d'améliorer la mobilisation des ressources intérieures. L'accord fiscal à deux piliers sur le financement public va mettre en place donc un minimum de 15 degrés pour la taxe sur les entreprises, de milliards de dollars américains de revenus chaque année. Et de plus, cela permettra d'alléger la pression sur les pays en développement pour qu'il y ait de bonnes incitations fiscales. Cela aidera les pays à avoir un meilleur équilibre entre la mobilisation des ressources intérieures et le fait d'attirer des investissements qui sont essentiels. Dans ce dernier mois, nous avons ouvert ce nouvel instrument multilatéral pour les règles fiscales. Ça va être un outil essentiel pour élargir l'assiette fiscale et faire en sorte qu'il y ait un montant d'imposition minimum pour les entreprises multilatérales. Nous allons continuer à aider les pays à augmenter leurs recettes fiscales, à renforcer leur capacité afin qu'ils puissent augmenter les recettes fiscales grâce à cette réforme importante. Et nous allons continuer à travailler avec nos inspecteurs fiscaux sans frontières, en travaillant également avec le PNUD. Nous allons également travailler sur l'aide au développement, la suivre de près pour atteindre nos ODD. Notre comité d'aide au développement a convenu de nouvelles règles la semaine dernière en ce qui concerne les instruments du secteur privé pour l'aide au développement, comme des garanties, des titres, des prêts au secteur privé. En fournissant des règles communes en lien aux instruments du secteur privé et les statistiques d'aide au développement, nous améliorons les incitations pour les membres du CAD afin d'améliorer la mobilisation des ressources par le biais de mécanismes innovants. Et cela va nous aider à avoir une meilleure coordination entre les agences de développement en mettant en place de nouvelles normes de transparence et de redevabilité pour le financement du développement. Ensuite, nous allons également lancer le Forum international pour le soutien au développement total à l'OCDE. Ce soutien a atteint 400 milliards de dollars par année, avec environ un peu plus de 200 milliards en assistance officielle. Cela complète les aides des donateurs au-delà des aides officielles et permet de mobiliser davantage d'argent privé par de nouveaux biais et mécanismes que la coopération sud-sud. Troisièmement, aider les décideurs politiques à développer la finance durable. Nous allons fournir
fournir des analyses permettant au pays de mobiliser davantage de structures, faire fond sur notre expérience pour mettre en avant le programme des infrastructures durables en Asie. Nous travaillons avec la Commission européenne pour établir la plateforme africaine de développement l'année prochaine qui soutiendra les pays africains dans la mobilisation de ressources pour soutenir les projets durables et pour optimiser l'impact de ces investissements. Pour finir, Monsieur le Président, j'aimerais dire ceci. Je suis ravi d'annoncer que l'OCDE va renforcer notre soutien volontariste pour la mise en œuvre effective de l'agenda mondial pour la paix en accueillant le pacte de Paris pour la paix, les personnes et la planète, en faisant un suivi des acquis, nous nous assurons que les engagements pris au sommet sont traduits dans des actions concrètes. Le secrétariat du Pacte va aider à coordonner, à faire la coordination avec d'autres forums et autres plateformes. Il y aura la COP 28, le G20, le sommet de l'ONU pour la planète. Tout cela sont des événements qui nous attendent. À l'OCDE, nous nous réjouissons de travailler étroitement avec vous sur ce projet très ambitieux et très important. Comme vous pouvez le constater, l'OCDE est pleinement engagée et participera activement à cet important programme de travail tout au long du processus. Nous sommes impatients de travailler avec vous tous, pour contribuer à obtenir les résultats dont notre planète a besoin. Merci beaucoup et merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général, cher Mathias. Comme vous l'avez compris, l'OCDE va jouer un rôle clé pour le suivi et je pense que l'expertise de l'OCDE, sa capacité à la fois assurer un suivi régulier, rigoureux et indépendant des résultats, ce n'est pas le président du Paris Peace Forum qui dira le contraire, cher Andrel, est vraiment un apport, parce que ça nous permettrait de voir ce qui avance et ce qui n'avance pas de manière objective. Mais surtout, c'est aussi une plateforme qui permet de construire des accords très larges. Et sur la fiscalité internationale, par exemple, les grands accords qu'on a pu conclure ont été faits grâce à cette capacité. Donc je pense que c'est une plateforme parfaite pour travailler en synergie avec le 4P et pour en assurer justement le secrétariat. Et je vais laisser le mot de la conclusion au président Macky Sall. Dans quelques mois, le président Macky Sall terminera son second mandat. Et je veux vraiment saluer son courage, son engagement et l'exemplarité qu'il porte sur le continent africain, puisqu'il a décidé que la démocratie s'exercerait comme elle doit s'exercer et qu'il y aurait donc des compétiteurs, ils sont multiples, je crois pouvoir le dire, qui vont animer la vie démocratique du Sénégal. Ce faisant, il montre qu'il n'y a pas de fatalité. Et quand il y a des hommes d'État et d'engagement, ils avancent, ils protègent leur pays des troubles et des vicissitudes du moment. Et il a accepté, à l'issue de son mandat de président, de prendre la responsabilité d'envoyé spécial du 4P et d'être justement de présider ce comité de suivi. Et donc, président Macky Sall, en vous remerciant d'avoir accepté cet engagement et en vous félicitant, je vous cède la parole. Merci beaucoup, cher Emmanuel. Chers collègues, mesdames et messieurs à vos rangs respectifs, je voudrais d'abord saluer le leadership incontestable du président Emmanuel Macron et son volontarisme sur des sujets majeurs qui marquent aujourd'hui les préoccupations de la planète. Ces sujets ont pour nom la paix, le climat, le développement, l'inclusion financière. Et vous jouez un rôle essentiel. Je voudrais vraiment marquer ce point, parce que souvent aussi on passe très vite sur les réussites, parce qu'on ne veut pas le dire. Je tiens à le dire ici très solennellement.
Je voudrais également saluer les interventions pertinentes que nous avons écoutées ce matin, les panélistes pour les échanges intéressants, les acquis depuis le sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial et les perspectives en direction de la COP28. Saluer également notre jeune Libanaise pour son engagement, son optimisme et saluer tous les leaders qui ont pris la parole avec pertinence et qui disent tous la même chose. Il nous faut changer de paradigme, il nous faut aller de l'avant. S'agissant du suivi des conclusions du sommet, je crois que si nous voulons sortir des chantiers battus, il nous faudra être à la fois volontariste, comme vous l'êtes, volontariste et réformateur pour changer de paradigme. C'est par volontarisme que le G20 a pu admettre l'Union africaine en son sein. Et je dois également féliciter les deux leaders, les premiers qui ont soutenu cette position lorsque je l'ai posée en Allemagne, lors de la réunion du G7, c'était toi, Emmanuel, et Charles Michel. Ensuite, tous les leaders du G20 ont soutenu cette initiative qui a pu être actée au bout de 13 mois. 13 mois entre la demande et l'adhésion. Donc, c'est dire qu'il est possible de faire des changements. Le Fonds monétaire international vient de le prouver également lors des dernières assemblées générales à Marrakech, où on a décidé de l'augmentation des ressources du fonds de façon substantielle et aussi d'octroyer un 3e siège à l'Afrique. Je pense très bientôt, lors de la réunion des gouverneurs en décembre, on pourra augmenter les quotes-parts. Bravo, Kristalina et toute l'équipe du Fonds monétaire. Ça veut dire que quelque chose est en train de bouger. Depuis 1946, on n'a pas senti le rythme qu'on a senti ces 3 dernières années, depuis la Covid. Il y a eu des progrès. Ils ne sont pas suffisants, c'est certain, mais il y a eu des progrès. Il faut les mesurer, les amplifier et faire en sorte que nous puissions atteindre nos objectifs. Alors, voilà 2 bonnes raisons, c'est-à-dire le G20 l'a prouvé, le Fonds monétaire l'a prouvé, la Banque mondiale est sur la voie, et je salue également l'action du président Ajaï ainsi que de la Banque et de toutes les banques multilatérales. Il est possible de réformer l'architecture financière mondiale. Tout est question de mentalité et d'engagement politique, surtout des pays du Nord. C'est elles, comme ils l'ont fait dans le cadre de l'allocation ou de la réallocation des DTS, on a bien vu que lorsque la décision a été prise, la mesure a suivi. Donc il est possible de faire ces progrès. Et au fond, ce qu'on demande, ce n'est pas une révolution. Nous ne demandons pas la révolution, mais nous demandons une évolution. Évolution des mentalités, évolution de la gouvernance économique et financière mondiale, afin qu'elle soit plus inclusive et qu'elle reflète mieux les réalités du monde d'aujourd'hui. Et cela nous éviterait cette confrontation, cette fragmentation, diraient certains, entre aujourd'hui ce qu'on voit dans les BRICS, le G7. Or, la solution n'est pas dans la confrontation pour les pays en développement. La solution est dans la réforme des institutions multilatérales. Donc, travaillons vers cette évolution et vers ce changement des mentalités. Changer les mentalités et les paradigmes, c'est l'objectif du sommet de Paris, et tu l'as rappelé, Emmanuel, qui était de baliser la voie pour la réforme du système financier international, mais également l'amélioration de la protection de la planète et la mobilisation de ressources en faveur des pays les moins nantis par des financements à faible coût. Et pour nous du Sud, aujourd'hui, vraiment, notre combat, ce n'est pas tellement l'aide publique au développement. Certes, il faut encore faire des efforts, mais là, le besoin est tellement important qu'on ne peut pas résoudre nos problèmes
avec l'aide publique au développement. Pour nous, il faut réfléchir ensemble sur des mécanismes de mobilisation de plus de ressources à des conditions plus adoucies. Mia Modley l'a dit, il nous faut emprunter sur de plus grandes durées, il nous faut rembourser sur des délais plus longs, il nous faut des taux d'intérêt plus bas. C'est tout ce que nous demandons. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que l'un des leviers sera de modifier les règles de l'OCDE sur le crédit export, en plus de toutes les techniques que nous pourrons mettre ensemble sur le blending finance entre les crédits concessionnels, l'argent du secteur privé, mais aussi les crédits export si on allonge les durées de remboursement. Et si on revoit les critères sur les primes d'assurance, parce que toute la question de la cherté du crédit, c'est l'assurance, risque. Une assurance fondée sur une perception qui n'est pas toujours exacte, puisque tous les pays africains ici présents, tous les pays du tiers-monde payent leurs dettes, quelles que soient par ailleurs leurs difficultés. Il peut y avoir qu'il y ait un petit retard, mais ils payent leurs dettes. Donc le risque, il faut le relativiser. Il faut le relativiser et c'est là, je crois, une des clés pour pouvoir mobiliser davantage de ressources et aider les pays en développement à davantage accélérer leur processus de développement. Alors je terminerai sur un point, c'est vraiment les efforts de l'OCDE sur les congés fiscaux abusifs. Vous savez, dans les pays en développement qui sont en général riches en ressources minérales ou hydrocarbures, nous avons hérité ou obtenu ou fait par incitation des systèmes d'exonération fiscale. C'est les congés fiscaux au lieu des taxes. Et donc les compagnies qui viennent exploiter les ressources du sous-sol ne payent pas les impôts ou payent presque très peu de ressources sur les richesses qui sont créées sur place. Alors, l'OCDE a travaillé beaucoup sur les BEPS pour éviter cette évasion fiscale, ces congés fiscaux abusifs. Et là, nous aurons aussi, si nous arrivions à résoudre cette équation, à mobiliser énormément de ressources pour les pays qui sont les pays pourvoyeurs de ces ressources naturelles. Et enfin, je crois que c'est le président Nana Akufo qui l'a dit, mais la question du climat aussi, c'est une question de justice. On ne peut pas décemment demander à des pays où la moitié de la population, la moitié, n'a pas accès à l'électricité, qui ont des ressources de leur sous-sol, du gaz en abondance, leur dire vous ne pouvez pas l'exploiter. Nous n'allons pas financer l'exploitation de votre gaz puisque ce sont des ressources fossiles. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pendant ce temps, ce gaz, il est liquéfié, mis dans des bateaux pour aller alimenter l'énergie du Nord. Donc c'est là où il y a quand même une injustice qui est criarde et qui nécessite quand même de remoduler et de rééquilibrer un peu cette question du financement de l'énergie fossile. On ne peut pas juste nous dire, parce que c'est de l'énergie fossile, on ne peut pas, pendant que le Nord continue aujourd'hui, au moment où je parle, à utiliser même le charbon. Alors donc, cette question de la transition mérite d'être revue. Bien sûr, je salue les efforts qui sont faits dans le JETP, qui est vraiment un système où le G7 a mis en œuvre des moyens importants pour accompagner la transition énergétique des pays du Sud. Le Sénégal en est bénéficiaire, merci Emmanuel, et tous les pays du G7 qui nous accompagnent. Mais moi, je parle au nom de toute l'Afrique et de tous les pays en développement qui souffrent du manque de ressources, qui ont parfois des ressources naturelles, qui doivent rattraper leur retard, qui doivent aussi participer à la sauvegarde de la planète. Et donc, ensemble, trouvons les moyens pour vraiment sauver notre planète et être plus inclusif. Et pour terminer, je voudrais vraiment, Monsieur le Président, vous dire merci, ainsi que tous ceux qui ont bien voulu me donner cette charge d'envoyé spécial pour le suivi du pacte de Paris pour les peuples et la planète. J'accepte avec honneur et humilité cette charge et croyez-moi, je ferai de mon mieux pour apporter ma contribution dans ce combat que nous avons en commun. Je vous remercie.
Merci. J'appelle maintenant pour une photo de famille la première ministre de la Barbade, Mia Mottley, la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, le président du Conseil européen, Charles Michel, de même que le président de l'AIIB, Tin Lechu, et M. Nkassing. Voilà. And I will ask you to remain seated at this point. Et restez assis, s'il vous plaît. Prime Minister De Croo still here? No. Joindre. Merci beaucoup, Président.